22h18 sur Europe 1, c'est l'invité d'Europe Nuit. Vous recevez Pierre de Villeneuve, l'expert en géopolitique, Qatar Abou Diab. Bonsoir Qatar Abou Diab. Bonsoir. Que doit-on penser de cet accord annoncé par la Russie sur le cessez-le-feu à Alep ? C'est un accord très tardif. Parfois, il vaut mieux tard que jamais, même pour sauver des vies. C'est vrai qu'on assiste à ce que les Nations Unies appelaient l'effondrement de l'humanité. Je pense que c'est la négation de l'humanité. On n'a pas vu des situations pareilles avant. On a pensé que le XXIe siècle serait différent. Donc, c'est vraiment la honte pour la communauté internationale. C'est un accord annoncé par les Russes. Et les Précisons-le, Turcs. Oui, mais les Russes aussi. Les Russes et les Turcs, mais ce qui n'a pas été réussi par les Russes et les Américains, surtout depuis l'accord Kiril-Lavrov le 9 septembre. Maintenant, peut-être, oui, sous les coups d'urgence, on essaye de. Attendez, l'urgence, ça fait 5 ans qu'on est dans l'urgence, oui, Qatar. Mais là, en fait, avec le scandale de cet abandon international, car enfin, tous les discours des droits de l'homme, les discours des valeurs humaines, tout ça maintenant tombe. Pour l'Occident, même la crédibilité de l'Occident face à cette victoire de la Russie et de l'Iran est une crédibilité maintenant bien touchée, bien affectée. Et pour cela, maintenant, les Russes avec les Turcs, et surtout, il ne faut pas oublier, M. Erdogan a fait une sorte d'un changement de ligne depuis cet été, depuis le coup d'État raté. Et pour cela, maintenant, on essaye de donner cet accord. Avant tout, il faut voir si on applique bien cet accord. Qu'est-ce que peut devenir Alep dans les heures, dans les jours qui viennent ? Comment est-ce qu'on peut s'imaginer la situation en la schématisant ? Si on schématise, selon l'ambassadeur russe à l'ONU, c'est Grozny. Donc, il prend, lui, l'exemple de Grozny détruit, Grozny reconstruit. Mais non, avec Alep, avec cette victoire aussi d'une partie de l'islam sur l'autre, la victoire du chiisme sur le sunnisme, on ouvre une nouvelle brèche, je pense, c'est un grand fossé dans la zone. C'est une zone qui est instable. Elle va devenir, à mon avis, plus instable. La victoire, cette victoire du régime Alep, c'est une victoire de la Russie et de l'Iran. Pour le régime syrien, c'est comme un faux témoin dans cette affaire. Pour rester au pouvoir, Bachar al-Assad, il est prêt à tout, même à la continuité de la destruction de son pays et de son peuple. Et alors justement, on parle de ces civils parfois brûlés vifs, parfois des enfants, et on crédite les forces pro-gouvernementales sans vraiment préciser qui sont ces forces pro-gouvernementales. Certains observateurs disent qu'il y a là des mercenaires, des gens du Hezbollah, des Afghans. Est-ce qu'on a des détails sur qui sont ces gens ? Oui, on a des détails avant tout que la direction de l'opération est une direction russe. Il y a des journalistes occidentaux, d'observateurs qui ont vu de leurs propres yeux comment les Russes dirigent les opérations, et surtout après le 15 novembre. Et alors ça se passe comment ? Tout de suite, une semaine après l'arrivée de l'ami de M. Poutine à la Maison-Blanche, une semaine après l'arrivée de M. Trump, ça commence la grande offensive. D'autre part, c'est plutôt donc les forces conduites par l'axe iranien. C'est-à-dire, il y a les passerons iraniens qui se sont installés dans la région du sud d'Alep. À partir de là, ils conduisent les Hezbollah libanais, les milices chiites irakiennes, des milices chiites afghanes, des milices chiites pakistanaises. On évalue le nombre de ces gens à 33 000 personnes. 33 000 combattants. 33 000 combattants dans cette zone du nord de la Syrie qui ont fait ces grands assauts à Alep qui a changé. Donc, la force aérienne russe a été utilisé comme la couverture de cet axe iranien dans cette grande offensive. Et selon aussi un mythe religieux, que cette ville d'Alep, qui est maintenant une grande ville sunnite avec un peu de chrétiens, a été dans le Xe siècle une ville chiite. Il faut ramener cette ville chiite. Donc cette zone demande, avec cette implication de la religion, de la politique, avec cette domination du mythe, reste une zone triste, une zone instable et malheureuse. Alors il y a Alep, et puis il y a Palmyre, qui, on le sait, a été reprise par Daesh. Ça veut dire quoi ? C'est un autre enfer ? Écoutez, c'est quelque chose quand même d'incroyable. Comment, par exemple, comment on a abandonné le Palmyre à un moment donné
pour donner de la propagande et faire venir les Russes pour faire la lutte contre Daesh. Et maintenant, alors que les Russes, les Iraniens et le régime syrien sont impliqués à Alep, et voilà de nouveau Daesh en train de s'installer à Palmyre. Quand même, c'est pas sérieux. Les Russes disent les Américains ont abandonné Raqqa pour cela. Il y avait ces passages. Mais quand même, on peut se demander où sont les aviations russes et américaines en même temps pour que ces gens de Daesh puissent arriver avec toute cette facilité, de nouveau à Palmyre. Et Palmyre, c'est une partie du patrimoine de l'humanité. M. Poutine a fait un grand triomphe. Il a envoyé son opéra entre les ruines de Palmyre. Oui, on s'en souvient. Maintenant, il fait l'opéra meurtrier sur tout le territoire syrien. On a parlé de la guerre en Irak, comme on avait parlé de la guerre au Vietnam. Puis, il y a eu l'Afghanistan. La Syrie, ça va être pareil ? La Syrie est même pire que ça, car avec l'Irak, on n'a pas eu ces déplacements de la population. Presque la moitié de la population syrienne, soit elle est réfugiée à l'extérieur, soit déplacée à l'intérieur. Imaginons un petit pays comme le Liban, il y a 1,5 million de réfugiés syriens. Ce sont les statistiques quasiment officielles. C'est 4 millions d'habitants. Vous imaginez? Et pour la Jordanie, la même chose. En Allemagne, le nombre est énorme. Et maintenant, on risque avec l'affaire d'Alep un nouveau aussi flux de réfugiés vers l'Europe. Oui. Un petit flashback avec vous, Qatar Abou Diab, parce qu'on a tendance à l'oublier. Comment est-ce qu'il a commencé ce conflit en Syrie ? Écoutez, ce conflit en Syrie n'a pas commencé ni avec les Russes, ni avec les terroristes, comme on imagine. C'était des simples collégiens qui aspiraient la liberté et la justice. Les régimes, avec sa méthode... Il voulait s'affranchir de Bachar el-Assad. Il voulait s'affranchir d'un régime despote. Mais alors, comment est-ce que tout ça a pu s'envenimer ? Il a pu s'envenimer car ça devenait tout de suite un conflit régional. L'axe iranien d'un côté et l'axe sunnite de l'autre côté. Et il y avait aussi il y a dans cette zone on use du terrorisme. C'est-à-dire, ce terrorisme, il a sa base, il a sa logique, il a son idéologie. Mais les régimes et les forces dominantes usent de ce terrorisme pour ses fins. Et pour cela, il y a un grand risque pour l'Europe ou pour ailleurs. Car enfin, on est à travers un massacre, à travers une tuerie comme celle d'Alep, on prépare une nouvelle génération de meurtriers, de terroristes. Dernière question, Qatar Abou Diab. Lorsque certains observateurs disent que la Syrie est entre les mains de Poutine, c'est vrai ? Écoutez, au moins, oui, la Syrie est sous un mandat russe. Car en fait, par exemple, la base aérienne d'Ahmeimim a été louée pour 99 ans. Celle de Tartus, la même chose. La Russie tente de placer ses pions, mais il y a un problème. Il y a l'influence iranienne. Jusqu'à maintenant, on n'a pas de difficultés. Mais je pense... Mais ça veut dire qu'il faut parler. Je pense à court terme, il y aura quand même un accrochage. On ne peut pas faire une cohabitation entre deux forces occupantes sur le même terrain. Et il y a aussi les intérêts israéliens dans le sud de la Syrie, les intérêts turcs dans le nord de la Syrie. Jusqu'à maintenant, la Russie, avec l'absence des États-Unis ou le bon vouloir des États-Unis, a su gérer ces intersections entre les intérêts iraniens, israéliens, turcs, mais à moyen terme, ce serait impossible. Tout le monde maintenant attend M. Trump pour voir s'il y a une véritable issue de ce drame syrien. Avec un dialogue avec Vladimir Poutine et Bachar el-Assad. Oui, car Poutine au moins s'impose comme le grand vainqueur de cette bataille d'Alep. Mais à quel prix cette victoire ? Merci Qatar Abou Diab pour ces explications passionnantes et terribles pour la situation dans ce pays. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci.